Les scientifiques ont comparé l'ADN français à chaque civilisation ancienne. Une seule correspondait. En 2021, une équipe internationale de généticiens des populations a entrepris quelque chose que personne n'avait tenté à cette échelle. Ils ont prélevé des échantillons d'ADN sur plus de 14 000 personnes réparties dans toutes les régions de France. Ensuite, ils ont comparé ces marqueurs génétiques à chaque grande civilisation ancienne connue. Les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Phéniciens, les Étrusques, les Romains, les peuples des steppes. Toutes. Les résultats sont tombés. Une seule civilisation correspondait vraiment. Et les implications de cette découverte sont sur le point de retourner tout ce que vous avez appris à l'école sur l'identité française. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous. La semaine prochaine, je décortique les preuves ADN qui suggèrent que les momies du bassin du Tarim, en plein cœur de l'Asie centrale, portent des traits génétiques européens vieux de 4000 ans. Ceci n'est pas seulement une histoire d'ascendance. C'est une histoire sur la façon dont 68 millions de personnes aujourd'hui portent, dans leur ADN, l'empreinte génétique d'un seul peuple ancien. Et ce peuple n'est pas celui que la plupart des gens imaginent. Pour comprendre pourquoi cette découverte compte, il faut d'abord comprendre ce que les scientifiques cherchaient réellement. L'ADN ne ment pas. Il porte des motifs de mutation qui fonctionnent comme des horodatages. Quand des populations se séparent, leur ADN diverge de manière mesurable. Plus la séparation dure longtemps, plus ces différences s'accumulent. Les populations françaises modernes montrent quelque chose d'étrange. Malgré des siècles d'invasion, de migration, de guerre, de brassage supposés, leur diversité génétique reste étonnamment concentrée autour d'un noyau commun. Cela suggère un point d'origine partagé. Un groupe ancestral qui s'est développé sur place, puis a absorbé, plutôt que remplacé, les populations qu'il a rencontrées. Mais ce groupe ancestral devait bien venir de quelque part. Chaque population humaine hors d'Afrique descend de vagues migratoires ayant quitté le continent entre 50 000 et 70 000 ans avant notre ère. Ces migrants se sont répandus à travers l'Asie, l'Europe, et finalement les Amériques. Ils ont rencontré des environnements différents, développé des adaptations différentes, et leur ADN a commencé à diverger. La question que l'équipe de recherche voulait résoudre était simple. Quelle civilisation ancienne partage le plus de marqueurs génétiques avec les populations françaises modernes? D'où viennent réellement les ancêtres de 68 millions de personnes? Ils ont commencé par l'Égypte. La civilisation à laquelle la plupart des gens pensent quand ils entendent le mot « ancien ». Pharaons, pyramids, hieroglyphs. Une société qui a prospéré le long du Nil pendant plus de 3000 ans. Des échantillons d'ADN prélevés sur des momies ont révélé des haplogroupes spécifiques, des marqueurs génétiques transmis par les lignées maternelles et paternelles. La comparaison est tombée. Chevauchement minimal. Les populations françaises modernes portaient des haplogroupes largement différents. La distance génétique était trop grande. Quoiqu'il ait relié l'Égypte ancienne au reste de l'humanité, cela n'a pas créé de ligne directe vers la France moderne. Ensuite venait la Mésopotamie, la terre entre le Tigre et l'Euphrate. Le berceau de l'écriture, de l'agriculture, de la civilisation urbaine. L'analyse génétique de restes sumériens, acadiens et babyloniens a révélé un profil génétique tout aussi distinct. Encore une fois, chevauchement minimal. Les haplogroupes ne correspondaient pas. Les schémas de mutation étaient trop différents. Puis vinrent les Phéniciens. Ce peuple de marins et de marchands qui a fondé des comptoirs commerciaux tout le long des côtes méditerranéennes, y compris sur ce qui allait devenir le sud de la France. C'était un candidat sérieux. Les Phéniciens avaient fondé Marseille, ou plutôt permis aux Grecs phocéens de le faire, et leur route commerciale longeait directement le littoral provençal. Si un peuple méditerranéen ancien avait laissé une empreinte génétique durable en France, celui-ci semblait être le meilleur candidat. Les résultats ont montré une trace. Un chevauchement mesurable dans certaines populations côtières du Sud, en particulier autour de Marseille et de ses environs. Mais la trace était mince. Moins de 3% dans les échantillons les plus proches de la Méditerranée, et quasiment nul ailleurs. Plus un contact commercial occasionnel qu'une véritable ascendance partagée. Les Étrusques suivaient. Ce peuple mystérieux d'Italie centrale, dont l'influence sur Rome elle-même reste débattue par les historiens. Certains chercheurs avaient émis l'hypothèse que des vagues de migration étrusque auraient pu atteindre la Gaule méridionale avant même l'expansion romaine. L'analyse génétique n'a pas confirmé cette hypothèse. Les haplogroupes étrusques, associés à des marqueurs d'origine anatolienne encore débattus dans la littérature scientifique, apparaissaient à des taux inférieurs à 1% dans les populations françaises actuelles. Pas de lien ancestral significatif. Puis venaient les Romains eux-mêmes. Et c'est là que les choses devenaient vraiment intéressantes, parce que c'est exactement là que la plupart des gens s'attendaient à trouver la réponse. Pendant des siècles, le récit dominant a été simple. La Gaule était un territoire de tribus barbares, jusqu'à ce que Rome arrive, apporte la civilisation, les routes, le droit, la langue latine, et transforme fondamentalement le peuple qui y vivait. Si ce récit était vrai, on s'attendrait à trouver une empreinte génétique romaine massive dans l'ADN français moderne. L'équipe a comparé des restes datant de la période de la conquête romaine, entre 58 et 51 avant notre ère, avec des populations italiques de la péninsule. Les résultats ont montré quelque chose de surprenant.
L'apport génétique italique direct dans les populations françaises modernes est resté remarquablement faible. Généralement inférieur à 5% dans la plupart des régions, avec des pointes légèrement plus élevées dans certaines zones urbaines du sud-est, autour de ce qui était autrefois Narbo-Marcius. Aujourd'hui Narbonne, et de la vallée du Rhône. Rome a gouverné la Gaule pendant environ 5 siècles. Elle a imposé sa langue, son administration, son architecture, son droit. Mais elle n'a pas remplacé génétiquement la population qu'elle a conquise. Ce chiffre, à lui seul, aurait dû faire la une des journaux d'histoire. Mais il n'a fait qu'ouvrir la voie à une question encore plus grande. Si ce n'était pas Rome, alors qui? Ils sont ensuite passés aux peuples ibériques, ceux qui occupaient la péninsule ibérique avant et pendant la période romaine, dont certaines tribus s'étendaient jusqu'au sud-ouest de ce qui est aujourd'hui la France. La comparaison a révélé un chevauchement modéré dans les régions frontalières, en particulier dans les zones proches des Pyrénées. Mais ce chevauchement diminuait rapidement à mesure que l'on s'éloignait de la frontière actuelle. Ce n'était pas un ancêtre commun. C'était un contact régional entre voisins, sur des milliers d'années, avec quelques échanges génétiques ponctuels. Puis vint un test particulièrement révélateur. Les peuples des steppes pontiques, ces pasteurs semi-nomades originaires des plaines situées au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne, qui ont balayé une grande partie de l'Europe il y a environ 5000 ans. C'est cette même vague migratoire qui, selon les études précédentes sur l'Angleterre et l'Allemagne, a remplacé jusqu'à 90% de la population masculine existante dans certaines régions d'Europe du Nord. Si la France avait connu le même bouleversement génétique que la Grande-Bretagne ou l'Europe centrale, l'ascendance steppique devrait dominer largement le profil génétique moderne. Les résultats ont montré un chevauchement réel, mais partiel. L'ascendance steppique constitue effectivement une composante mesurable de l'ADN français moderne, mais elle ne domine pas le tableau. Elle se mélange, en couches, avec des ascendances plus anciennes déjà présentes sur le territoire avant son arrivée. Autrement dit, les steppes ont contribué. Elles n'ont pas remplacé. Avant de passer aux Basques, l'équipe a voulu éliminer une dernière hypothèse méditerranéenne, les Carthaginois, héritiers directs des comptoirs phéniciens, qui avaient bâti un véritable empire commercial et militaire en Méditerranée occidentale. Avec une présence notable en Espagne et des incursions ponctuelles sur les côtes de la Gaule méridionale pendant les guerres puniques, entre 264 et 146 avant notre ère. Si un empire méditerranéen avait laissé une empreinte génétique durable sur le sud de la Gaule, celui-ci semblait plausible. Ne serait-ce que par la proximité géographique avec l'Espagne carthaginoise. La comparaison n'a rien montré de significatif. Les marqueurs génétiques nord-africains et levantins associés aux populations carthaginoises apparaissaient à des taux inférieurs à 1% dans les échantillons français, y compris dans les régions côtières les plus proches de la Méditerranée occidentale. Une présence militaire et commerciale intense, documentée par les historiens antiques comme Tite-Live et Polybe, pendant plus de 2 siècles. Une empreinte génétique quasiment nulle. Les chercheurs ont ensuite testé une hypothèse plus inattendue. Un lien possible avec les populations minoennes et mycéniennes de la Grèce antique, dont l'influence culturelle sur l'ensemble du bassin méditerranéen reste considérable, notamment via les colonies grecques fondées sur la côte provençale, comme Massalia, l'actuelle Marseille. Fondée vers 600 avant notre ère par des colons phocéens venus d'Asie mineure. Là encore, le résultat fut sans appel. Un chevauchement génétique mesurable, mais infime, concentré presque exclusivement dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres autour de Marseille. Et ne dépassant nulle part 2% des marqueurs analysés. Massalia a exporté la vigne, l'huile d'olive, l'alphabet, et une partie de son urbanisme vers l'intérieur des terres gauloises. Elle n'a pas exporté sa population de façon significative. Un dernier test s'imposait avant la comparaison décisive, les Basques. Le pays basque occupe une place à part dans la génétique européenne. Sa langue, l'euskara, n'appartient à aucune famille linguistique connue en Europe. Ce n'est ni une langue indo-européenne, ni apparentée à aucune autre langue vivante du continent. Certains généticiens ont émis l'hypothèse que les populations basques représentent un vestige relativement isolé des populations pré-agricoles d'Europe occidentale, ayant subi moins d'admixture steppique que leurs voisins. La comparaison a confirmé cette singularité. Les populations basques présentent un profil génétique légèrement distinct du reste des populations françaises voisines, avec une proportion plus élevée d'ascendance pré-agricole locale, et une proportion plus faible d'ascendance steppique. Mais même là, la différence reste une nuance à l'intérieur d'un même ensemble, pas une rupture totale. Le schéma était donc clair sur toute la ligne. Aucune des grandes civilisations méditerranéennes ou proche-orientales ne correspondait vraiment. Les Égyptiens, non. Les Mésopotamiens, non. Les Phéniciens, à peine. Les Étrusques, non. Même Rome, malgré 5 siècles de domination directe, n'avait laissé qu'une empreinte génétique modeste. Aucun lien ancestral direct. Aucune continuité génétique majeure venue de l'extérieur. Puis les chercheurs ont comparé l'ADN français moderne aux populations celtiques de l'âge du fer, celles que les Romains eux-mêmes appelaient les Gaulois. Et tout a changé. La culture gauloise, rattachée à ce que les archéologues appellent la civilisation de l'Athènes, du nom d'un site suisse où furent découverts des milliers d'objets caractéristiques de cette période.
S'est développée en Europe occidentale à partir d'environ 450 avant notre ère, elle-même héritière de la culture de Hallstatt qui remonte à environ 800 avant notre ère. Ce n'était pas une civilisation que la plupart des gens apprennent en profondeur à l'école. Pas de pyramides, pas de temples de pierre ayant survécu intacts pendant des millénaires, pas d'écriture monumentale gravée dans la roche. Les Gaulois construisaient avec le bois, la terre et la pierre sèche. Leurs oppida, ces vastes agglomérations fortifiées perchées sur des hauteurs, comme Bibracte chez les Éduans ou Gergovie chez les Arvernes, ont pour la plupart disparu sous la végétation. Redécouverts seulement par l'archéologie moderne à partir du XIXe siècle. Mais les sites archéologiques ont révélé quelque chose de remarquable sur ce peuple. Ce n'étaient pas de simples tribus dispersées. C'était un réseau dense de sociétés organisées, avec une économie monétaire, un artisanat métallurgique sophistiqué, un commerce à longue distance, et des structures politiques complexes regroupant. Selon les estimations des historiens comme Jules César lui-même dans ses écrits, plusieurs dizaines de peuples distincts. Les Éduans, les Arvernes, les Bituriges, les Sénons, les Parisis, les Vénètes, les Helvètes, les Rèmes, et bien d'autres. Ils frappaient leur propre monnaie, imitaient puis adaptaient des pièces macédoniennes et grecques. Ils entretenaient des routes commerciales qui reliaient la Méditerranée à la mer du Nord. Ils cultivaient le blé et l'orge selon des méthodes agricoles avancées pour l'époque, avec un système de rotation des cultures que les Romains eux-mêmes ont plus tard admiré et partiellement adopté. Ils n'imitaient pas simplement les civilisations méditerranéennes. Ils développaient leur propre système, adapté aux paysages et au climat de l'Europe tempérée, des forêts du Nord aux plaines du bassin parisien. Mais leur ADN, lui, n'a pas disparu. Et quand l'équipe de recherche a comparé les marqueurs génétiques issus de sites archéologiques gaulois de l'âge du fer aux populations françaises modernes, la correspondance s'est révélée frappante. L'aplogroupe R1b, et plus précisément ses sous-clades les plus fréquentes en Europe occidentale, comme RU152 et RDF27, dominant dans les échantillons masculins gaulois, apparaît aujourd'hui chez plus de 60% des hommes français, avec des pointes dépassant 70% dans certaines régions du centre et de l'ouest. Les haplogroupes mitochondriaux transmis par les lignées maternelles, notamment H, U5 et K, présents dans les squelettes gaulois analysés, correspondent à des taux similaires dans la population française actuelle. La continuité génétique était claire. Les populations françaises modernes ne descendent pas principalement des Égyptiens, ni des Mésopotamiens, ni d'aucune autre civilisation ancienne que l'imaginaire collectif associe traditionnellement aux origines de la civilisation. Les chercheurs ne se sont pas arrêtés au haplogroupe. Ils ont examiné des variants génétiques précis, appelés polymorphismes nucléotidiques simples, ou SNP. Ce sont des positions individuelles dans la séquence d'ADN où des variations apparaissent d'un individu à l'autre. En suivant quel SNP apparaissait dans les restes gaulois par rapport aux populations modernes, ils ont pu calculer précisément combien de dérives génétiques s'étaient produites sur environ 2500 ans. Les résultats étaient frappants. La dérive génétique était minime. Certains variants liés à la tolérance au lactose, en particulier autour du gène LCT et de sa variante RS 4988235, déjà présents dans les populations de l'âge du fer d'Europe occidentale, apparaissent aujourd'hui à des fréquences quasiment identiques dans les populations françaises modernes, souvent au-delà de 85%. Des variants liés à la couleur des yeux, à la pigmentation de la peau et à la texture des cheveux correspondaient également. Ce n'étaient pas seulement les haplogroupes qui correspondaient. C'étaient les détails génétiques fins. Les populations françaises modernes étaient les descendantes des peuples celtiques de l'âge du fer qui occupaient déjà ce territoire bien avant l'arrivée de Rome. Une civilisation qui avait développé sa propre agriculture, sa propre métallurgie du fer, son propre système monétaire, et une société qui allait, bien plus tard, fournir le socle démographique sur lequel s'est construite la France. Cela ne concernait pas simplement la découverte d'une correspondance génétique. Il s'agissait de confirmer quelque chose que les historiens soupçonnaient depuis longtemps sans pouvoir le prouver avec des preuves matérielles solides. L'identité génétique française ne s'est pas construite par un remplacement venu de Rome. Elle s'est développée sur place, en continuité, à partir d'une population ancestrale déjà installée sur le territoire des siècles avant la conquête. Les implications de cette découverte sont considérables. Pendant plus d'un siècle, le récit dominant sur les origines de la civilisation française a suivi ce qu'on pourrait appeler un modèle diffusionniste. L'idée que la civilisation véritable venait de la Méditerranée, que Rome avait apporté la lumière à des peuples restés à un stade tribal, et que sans la conquête romaine, la Gaule serait restée figée dans une forme de préhistoire. Ce récit ne colle pourtant pas parfaitement aux faits archéologiques, et il colle encore moins aux faits génétiques. Les Gaulois disposaient déjà d'un système d'écriture partielle, emprunté à l'alphabet grec puis parfois latin, utilisé pour des inscriptions, des comptes commerciaux, des calendriers. Comme celui de Coligny, un calendrier lunisolaire d'une sophistication remarquable retrouvée dans l'Ain. Ils avaient déjà une agriculture développée, une métallurgie avancée, un commerce à longue distance, une structure sociale complexe avec des assemblées, des magistrats élus dans certaines cités comme celle des Éduans, et un droit coutumier. Rome n'a pas créé une civilisation à partir de rien. Elle a conquis, gouverné,
et profondément transformé la langue et l'administration d'une civilisation qui existait déjà, et qui a biologiquement survécu à cette conquête presque intacte. L'évidence génétique confirme ce que l'évidence archéologique suggérait déjà. La population française ne descend pas génétiquement de Rome. Elle vient des tribus gauloises, et elle est restée remarquablement continue sur le plan génétique depuis plus de 2500 ans. Mais voici l'endroit où l'histoire devient encore plus étrange. Les peuples gaulois ne sont pas simplement restés immobiles sur un même territoire pendant 2 millénaires et demi. Ils se sont étendus, mélangés, et les données génétiques montrent exactement comment cette expansion et cette absorption se sont déroulées. Avant même l'arrivée des Celtes de l'Athènes, le territoire de la France actuelle était déjà occupé par des populations issues du néolithique. Elles-mêmes descendantes de fermiers venus d'Anatolie il y a environ 7500 ans, qui avaient apporté avec eux l'agriculture, l'élevage et la poterie. Se mêlant progressivement aux derniers chasseurs-cueilleurs mésolithiques déjà présents depuis la fin de la dernière glaciation. Ces populations néolithiques portaient leur propre haplogroupe, notamment des lignées mitochondriales comme Ntinta. Aujourd'hui rares mais toujours détectables en traces dans certaines populations françaises isolées. Puis, autour de 2500 avant notre ère, la vague steppique dont nous avons parlé plus tôt est arrivée, portée notamment par la culture campaniforme. Ce qu'on appelle en français la culture du vase campaniforme, associée à l'expansion de l'aplogroupe R1b lui-même. Cette vague a apporté une part importante de l'ascendance qui allait devenir dominante dans toute l'Europe occidentale, y compris dans ce qui deviendrait le monde celtique. Les populations qui ont ensuite émergé comme les Gaulois de l'âge du fer étaient donc déjà, elles-mêmes, un mélange stratifié. Ascendance de chasseurs cueilleurs paléolithiques. Ascendance de fermiers néolithiques anatoliens. Ascendance steppique campaniforme. Fusionnés sur place pendant plus de 2000 ans avant même l'émergence de la culture de l'Athènes. C'est ce mélange stabilisé, cette population gauloise déjà composite mais génétiquement homogénéisée sur le territoire, qui constitue le socle génétique dominant identifié par l'étude. Et c'est ce socle-là qui, à son tour, a absorbé les vagues suivantes sans être remplacé par elles. Quand les Romains sont arrivés après la conquête de Jules César entre 58 et 51 avant notre ère, ils n'ont pas remplacé génétiquement la population gauloise. Les données le confirment, moins de 5% d'apport génétique italique direct dans la plupart des régions. Mais l'histoire ne s'arrête pas à Rome. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, les invasions dites barbares ont introduit de nouvelles populations sur le territoire de la Gaule romaine. Les Visigoths se sont installés dans le sud-ouest. Les Burgondes dans la vallée du Rhône et en Bourgogne. Et surtout, les Francs, ce peuple germanique mené par Clovis, qui a fondé le royaume dont le nom allait devenir celui du pays tout entier, la France. Clovis a été baptisé vers 496, unifiant progressivement les territoires francs sous une seule autorité, et donnant naissance à la dynastie mérovingienne. Si l'histoire scolaire avait raison de présenter les Francs comme les fondateurs génétiques de la nation française, on s'attendrait à un apport génétique germanique massif. En particulier dans le nord et l'est du pays. Les données montrent un tableau plus nuancé. L'apport génétique franc, mesurable par des marqueurs associés aux populations germaniques de l'âge du fer et dû au Moyen-Âge en Europe du Nord, se situe généralement entre 5 et 12% selon les régions, avec des concentrations plus élevées en Alsace, en Lorraine, et dans certaines parties de la Picardie et de la Champagne. Là où l'installation franque fut la plus dense et la plus durable. Les Francs ont donné leur nom au pays. Ils ont profondément influencé sa structure politique, ses institutions féodales naissantes, une partie de son vocabulaire. Mais génétiquement, comme les Romains avant eux, ils ont été progressivement absorbés dans la population gauloise préexistante bien plus qu'ils ne l'ont remplacée. Le même schéma se répète avec les Vikings normands. En 911, le chef viking Rollon obtient du roi Charles le simple le territoire qui deviendra la Normandie. En échange de sa conversion au christianisme et de sa loyauté nominale envers la couronne franque. Les études génétiques montrent une empreinte scandinave mesurable en Normandie, en particulier dans les zones côtières autour de Rouen et du Cotentin, mais qui reste généralement inférieure à 10%. Se diluant rapidement dans la population locale sur quelques générations à peine. Les Normands ont laissé leur nom à toute une région. Ils ont, plus tard, conquis l'Angleterre en 1066 sous Guillaume le Conquérant, changeant le cours de l'histoire de deux nations. Mais leur trace génétique en France elle-même reste, comme celle des Francs et des Romains avant eux, une couche relativement fine posée sur un socle gaulois qui, lui, n'a jamais cessé de dominer. Ce schéma soulève une question évidente. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a maintenu les populations françaises aussi stables génétiquement, alors que d'autres régions d'Europe connaissaient des bouleversements bien plus radicaux ? La géographie fait partie de la réponse. Le territoire de la Gaule antique, contrairement aux grandes plaines ouvertes d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, présente une mosaïque de barrières naturelles qui ont ralenti. Sans jamais totalement stopper, les grandes migrations de masse, les Alpes et le Massif central à l'est et au centre, les Pyrénées au sud, l'océan Atlantique et la Manche à l'ouest et au nord. Ces barrières n'ont pas rendu la Gaule inconquérable. L'histoire le prouve amplement, des légions romaines aux chevaliers francs, en passant par les dracars normands. Mais elles ont ralenti les mouvements de population massifs, permettant à la population de souche gauloise, déjà nombreuse et solidement enracinée dans une agriculture productive,
de conserver sa domination démographique face aux vagues successives d'arrivants. L'agriculture constitue un deuxième facteur clé. À l'époque gauloise, la Gaule était déjà l'une des régions agricoles les plus productives d'Europe occidentale. Les auteurs romains eux-mêmes, dont Jules César, décrivaient l'abondance de ces récoltes de céréales. Cette productivité agricole permettait de soutenir une densité de population nettement plus élevée que celle des peuples germaniques ou stépiques venus s'y installer plus tard, dont les régions d'origine, plus septentrionales ou plus arides, supportaient des densités démographiques bien plus faibles. Quand l'écart de densité de population est aussi marqué, même des conquêtes militaires réussies ne débouchent pas sur un remplacement génétique. Les nouveaux arrivants, minoritaires numériquement même après leur victoire militaire, finissent par se fondre dans la masse démographique locale en quelques générations. Il existe un troisième facteur. La continuité culturelle et linguistique, paradoxalement construite sur des ruptures linguistiques successives. La langue gauloise elle-même a fini par disparaître, supplantée par le latin vulgaire pendant la période romaine, puis transformée en langue romane, l'ancêtre du français moderne. Mais cette disparition linguistique n'a pas correspondu à une disparition démographique. C'est un point crucial que beaucoup de récits historiques simplifient à outrance. Une langue peut changer complètement sans que la population qui la parle change fondamentalement. Le gaulois est mort. Les Gaulois, génétiquement, n'ont jamais disparu. Le même phénomène s'est reproduit avec les Francs. Leur langue germanique s'est éteinte face aux gallo-romans en quelques générations dans la plupart des territoires. À l'exception notable de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine où des dialectes germaniques ont persisté jusqu'à aujourd'hui. Mais leur intégration démographique dans la population existante s'est faite rapidement, par le mariage, par l'adoption des structures administratives gallo-romaines existantes, par la conversion religieuse au catholicisme qui les rapprochait de la population locale majoritairement chrétienne depuis le IVe siècle. L'étude n'a pas seulement établi une correspondance génétique entre les populations françaises modernes et les populations celtiques de l'âge du fer. Elle a documenté plus de 2500 ans de continuité génétique relative ayant survécu aux conquêtes, aux invasions, aux épidémies et aux bouleversements politiques. Ce n'est pas simplement une curiosité scientifique. C'est historiquement significatif, et cela bouscule sérieusement le vieux modèle diffusionniste selon lequel la civilisation française serait, à sa racine, une création dérivée de Rome ou des peuples germaniques venus la conquérir. On ne peut plus soutenir que l'identité génétique française descend principalement de Rome, ni des Francs, quand les preuves génétiques montrent une continuité écrasante avec les populations celtiques préexistantes. Les ancêtres des Français modernes n'étaient pas sur les rives du Tibre, ni dans les forêts germaniques d'où sont partis les Francs. Ils étaient déjà là, sur le territoire même de la Gaule, développant leur propre agriculture, leur propre métallurgie, leur propre société complexe, largement indépendamment de ce qui se passait à Rome. Cela explique aussi quelque chose qui a longtemps intrigué les chercheurs en anthropologie historique. Pourquoi l'identité et la continuité territoriale française ont-elles survécu à tant de ruptures politiques successives? La chute de Rome, les invasions barbares, les guerres de religion, les révolutions, 2 guerres mondiales, sans que la population elle-même ne connaisse de remplacement démographique comparable à ce que l'on observe dans d'autres régions d'Europe. La réponse tient en grande partie à cette stabilité démographique sous-jacente. Les mêmes lignées qui cultivaient les plaines de la Beauce ou les coteaux de Bourgogne il y a 2000 ans sont, génétiquement, les ancêtres directs des populations qui les cultivent aujourd'hui. Ce type de continuité crée une forme de résilience. Elle crée une mémoire collective enracinée dans le territoire lui-même. Elle crée une civilisation capable d'absorber des chocs politiques et démographiques répétés sans se dissoudre. L'étude a également révélé quelque chose d'inattendu sur les sous-populations françaises régionales. Quand les chercheurs ont décomposé les données par région, ils ont constaté que certaines zones affichaient un lien génétique particulièrement fort avec les populations gauloises d'origine, tandis que d'autres montraient davantage de traces d'admixture postérieures. Les populations du centre de la France, en particulier dans des régions historiquement associées aux Arvernes et aux Éduans comme l'Auvergne et une partie de la Bourgogne, affichent les taux les plus élevés de continuité génétique gauloise directe, souvent supérieurs à 80%, avec une admixture postérieure relativement limitée. Ce sont, dans un sens très concret, les descendants les plus directs des populations gauloises d'origine. En Bretagne, le tableau est différent, et particulièrement intéressant. La région a connu, entre le 5e et le 7e siècle, une immigration importante de populations celtiques venues de l'île de Bretagne actuelle, fuyant en partie les invasions anglo-saxonnes de leur propre territoire. Les données génétiques bretonnes montrent effectivement une composante insulaire celtique mesurable, distincte du reste du continuum génétique français, tout en restant fondamentalement bâtie sur le même socle celtique continental ancien. Une couche celtique par-dessus une autre couche celtique, en somme. Dans le sud, en Provence et dans le Languedoc, l'admixture méditerranéenne, phénicienne, grecque et plus tard sarrasine sur certaines franges côtières, reste mesurable mais modeste. Généralement comprise entre 8 et 15%, concentrée sur les zones littorales et diminuant rapidement à mesure que l'on remonte vers l'intérieur des terres. En Alsace et dans une partie de la Lorraine, comme mentionné plus haut, l'apport génétique germanique
À la fois franc et plus tardivement lié à des siècles de proximité et d'échanges avec les populations germanophones voisines, atteint des niveaux plus élevés que dans le reste du pays. Généralement entre 15 et 20%. Dans le sud-ouest, en particulier au Pays Basque et dans les zones limitrophes du Béarn et de la Bigorre, la singularité génétique déjà évoquée persiste. Avec une proportion plus importante d'ascendance pré-agricole locale et une identité génétique qui, tout en s'inscrivant dans le continuum français plus large, garde des traits distinctifs uniques en Europe occidentale. Mais dans presque tous les cas, à travers presque toutes les régions, la signature génétique gauloise de l'âge du fer reste la composante dominante. C'était le socle sur lequel tout le reste s'est mélangé. Cela a des implications sur la façon dont on pense l'identité française elle-même. L'idée d'une ethnicité française monolithique et homogène est en grande partie une construction culturelle et politique. Forgée notamment pendant la période révolutionnaire et consolidée au XIXe siècle par l'école de la Troisième République et son fameux Récide et nos ancêtres les Gaulois. Mais génétiquement, il est plus juste de penser l'identité française comme un spectre. Un socle d'ascendance gauloise commun, avec des degrés variables d'admixture régionale selon la géographie et l'histoire locale. Et pourtant, même avec cette variation, la continuité génétique reste frappante. Une personne du nord et une personne du sud de la France présentent, en moyenne, davantage de similarités génétiques entre elles qu'une personne du nord de l'Italie et une personne du sud de l'Italie. Ou qu'une personne du nord de l'Allemagne et une personne du sud de l'Allemagne, deux régions ayant connu des vagues de remplacement démographique bien plus marquées au fil des millénaires. C'est à cela que ressemblent 2500 ans de stabilité génétique relative. Et cela ne se limite pas aux personnes vivant en France aujourd'hui. La diaspora française, ces populations qui ont émigré vers le Québec, la Louisiane, certaines régions d'Afrique du Nord et d'ailleurs au fil des siècles, portent les mêmes marqueurs génétiques fondamentaux. Les colons partis de Normandie, du Poitou ou de l'Île-de-France vers la Nouvelle-France au XVIIe siècle ont transmis cette même signature génétique gauloise à des générations d'Acadiens et de Québécois. Aujourd'hui répartis à travers toute l'Amérique du Nord. C'est un fil génétique continu qui relie des dizaines de millions de personnes, en France et au-delà de ses frontières actuelles, à une seule source ancestrale commune. L'étude a également ouvert de nouvelles questions. Si la population celtique de l'âge du fer constitue la source ancestrale dominante des populations françaises modernes, qu'est-il advenu des populations qui vivaient sur ce territoire avant leur arrivée ou leur émergence, les populations néolithiques, et avant elles? Les derniers chasseurs-cueilleurs du Mésolithique qui peuplaient encore les forêts de l'Europe occidentale au moment où l'agriculture commençait à s'y répandre? Les données génétiques suggèrent qu'elles ont été absorbées, et non exterminées. L'expansion et la stabilisation de la population gauloise ne se sont pas faites par extermination des populations antérieures. Elles se sont faites par intégration progressive, mariage mixte, assimilation culturelle, mélange génétique graduel, sur des centaines, voire des milliers d'années. Des traces de ces populations plus anciennes subsistent encore aujourd'hui, en quantité modeste mais détectable, dans l'ADN des Français modernes. En particulier certains marqueurs associés aux derniers chasseurs-cueilleurs paléolithiques d'Europe occidentale. Ceux-là même qui ont peint les grottes de Lascaux et de Chauvet il y a environ 17 000 ans. C'est différent de ce qui s'est produit dans certaines régions d'Europe du Nord, où les migrations liées aux steppes semblent avoir remplacé de façon quasi totale les populations préexistantes dans certaines zones. En particulier dans les îles britanniques après l'arrivée des anglo-saxons entre le 5e et le 6e siècle, un épisode qui, selon plusieurs études génétiques récentes, a entraîné le remplacement d'une majorité substantielle de l'ascendance masculine dans certaines régions du sud et de l'est de l'Angleterre en l'espace de quelques générations à peine. En France, l'expansion a été plus lente, plus graduelle, et beaucoup plus intégrative. Ce constat a été répliqué et étoffé par d'autres équipes de recherche depuis. Chaque nouvelle étude confirme la même conclusion fondamentale. Les populations françaises modernes se rattachent avant tout aux populations celtiques de l'âge du fer, avec un apport génétique minoritaire, quoique mesurable et régionalement variable, venu d'autres civilisations anciennes. Cela dépasse le seul cadre de l'histoire française. Cela change la manière dont on doit envisager la migration humaine et le développement des civilisations en général. Cela démontre que des sociétés complexes peuvent se développer sur un même territoire, en absorbant plutôt qu'en étant remplacées par les vagues successives de contacts extérieurs, sans que leur identité fondamentale, culturelle comme biologique, ne soit dissoute. Cela montre aussi que la continuité génétique sur plusieurs millénaires reste possible dans certaines conditions précises. La géographie, l'agriculture et la résilience culturelle peuvent produire des populations qui demeurent génétiquement stables, même tandis que des empires entiers naissent et s'effondrent tout autour d'elles. Donc, quand les scientifiques ont comparé l'ADN français à chaque civilisation ancienne répertoriée, une seule correspondait vraiment. Pas à cause d'un accident historique quelconque, mais parce que la population qui allait devenir française s'est développée sur place, à partir d'un socle ancestral celtique déjà présent, et a maintenu cette continuité génétique fondamentale pendant plus de 2500 ans, à travers la conquête romaine, les invasions franques, les raids normands, et tous les bouleversements politiques qui ont suivi. Ce n'est pas seulement une découverte scientifique.
C'est une refondation complète de la manière dont on doit comprendre les origines de l'une des identités nationales les plus anciennes et les plus continues d'Europe occidentale. L'ADN ne ment pas. Les ancêtres de dizaines de millions de personnes cultivaient déjà les terres de la Gaule il y a 2500 ans, bâtissant leurs oppidums, frappant leur propre monnaie, développant leur propre écriture partielle et leur propre calendrier. Et leurs descendants sont toujours là aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de vous abonner. La semaine prochaine, je décortiquerai les preuves ADN issues des momies du bassin du Tarim, et j'expliquerai pourquoi leurs traits d'apparence européenne, retrouvés en plein cœur de l'Asie centrale, obligent aujourd'hui les généticiens à repenser entièrement les anciennes routes migratoires eurasiatiques. Cette vidéo est déjà disponible sur la chaîne. Cliquez dessus maintenant.